bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Stéphane Poufari, je suis de l'association Énergie 2050, que je vais avoir le plaisir de vous présenter. Et évidemment, je vais présenter essentiellement les activités qui s'inscrivent dans l'agenda de la mise en œuvre au niveau de la lutte contre le changement climatique, sachant que j'aurais évidemment dit quelques petits mots plus généraux sur ce que nous faisons et pourquoi on existe. Et aussi, on a deux partenaires qui diront quelques mots ensuite. On a Gouvernements locaux unis d'Afrique. Donc la plupart d'entre vous les connaissent déjà. C'est une organisation parapluie de toutes les villes africaines. Donc des amis et une organisation partenaire très puissante qu'on considère très influente en Afrique. Et aussi le FEMIS, qui dira quelques mots, qui est un réseau d'économistes méditerranéens qui font partie des nombreux partenaires avec qui Énergie 2050 travaille, bien sûr en France, mais surtout à l'international et en particulier en Afrique. Donc l'association Énergie 2050, contrairement à son nom, ne travaille pas que sur l'énergie. Elle travaille sur les énergies de la transition, qui sont ce que l'on appelle la grande transition. Alors quand on a créé ce bébé, il y a quelques années, maintenant plus de 7 ans, on était nous-mêmes des praticiens de plusieurs décennies, j'ai envie de dire, dans ces sujets, et on s'est aperçu que l'agenda de l'action, malgré beaucoup d'engagement, malgré beaucoup de bonne volonté affichée ou autre, finalement que l'agenda de l'action tardait dans la mise en œuvre, souvent pour des questions de barrières, d'approche verticale, sectorielle. Et quand on a décidé de lancer l'association, on a voulu travailler sur la systémique du développement. Ça veut dire quoi? C'est la transversalité. Ce qui fait que par essence, Énergie 2050, c'est comme un grand puzzle, volontairement, qui travaille sur l'ensemble des thématiques du développement, mais pas toujours pour être en position de leader ou d'innovation, mais aussi parfois pour simplement fédérer. Alors, certains appellent ça les nexus, mais ça va beaucoup plus loin. Par exemple, il y a des questions transversales, comme le changement climatique, qui pour nous est devenu un problème, mais qui néanmoins n'existe que parce que d'autres problèmes sectoriaux ne sont pas réglés. Par exemple, la question du genre, c'est aussi une question éminemment transversale, et même si on est nous-mêmes dans énormément de coalitions pour l'égalité femmes-hommes, que ce soit sur des aspects techniques et autres de gouvernance, pour nous aussi, ces sujets-là sont des prérequis transversaux. Donc on a beaucoup d'actions dans le secteur de la construction, de l'environnement construit, beaucoup d'actions dans le secteur des villes durables et des territoires durables. On vous donnera quelques exemples. Beaucoup d'actions sur les négociations climat, on en dira un mot, avec des publications que vous connaissez certainement tous, comme le guide des négociations de la francophonie, que nous réalisons depuis 4 ans. On est aussi dans la mise en œuvre de cet agenda politique, puisqu'on a contribué à 7 contributions prévues au niveau national. Vous savez, les INDC. Donc on a eu la chance, nous, Énergie 2050, de réaliser 7 CPDN, essentiellement en Afrique, bien sûr, et dont un dans un État insulaire, pour montrer qu'on a les mains dans le cambouis. Si on continue sur ces questions, on travaille aussi beaucoup sur les questions de financement. On a nous-mêmes monté plusieurs dossiers fonds verts. On est en train de devenir un delivery partner. On accompagne différents pays dans le montage de leurs projets, que ce soit fonds verts, fonds d'adaptation ou autres. Et on pourrait continuer sur les autres thématiques sur lesquelles on travaille. Donc tout ça pour vous dire que cette approche transversale, pour nous, c'est notre base. Et évidemment, on a des alliances. J'en ai cité 2 ici, 2 partenaires, parce que ça n'aurait aucun sens d'imaginer pouvoir porter tous ces sujets, si ce n'est au-delà de grandes coalitions. Alors évidemment, ces coalitions parfois existent, mais très souvent, dans le cadre des villes en particulier, sont plus ou moins en compétition, ont plus ou moins des approches différentes, des bailleurs différentes, des histoires et des intérêts différents. Et très clairement, ça crée de la confusion dans l'agenda. Et vous avez compris que nous, on est très tournés sur la mise en œuvre. C'est notre essence même. D'ailleurs, on ne fait pas de plaidoyer, même si on publie des tonnes de rapports et que nous-mêmes, on est extrêmement actifs et visibles. Parce que pour nous, le plaidoyer aujourd'hui, c'est témoigner, ce sont des phrases à nous, témoigner des possibles. Quand on témoigne qu'une solution a une rationalité économique, sociale, environnementale et bien sûr climato-compatible, pour nous, c'est le meilleur plaidoyer du monde. Et quand cette solution, on est capable de la mettre exactement comme dans l'accord de Paris, sur un principe de MRV, d'être mis en place des indicateurs, savoir montrer l'additionnalité, témoigner de la performance d'un aménagement urbain, d'un bâtiment, et de montrer qu'il peut être ensuite créateur de résilience, renforcer les conditions d'adaptation d'un territoire et ou d'un pays, et qu'ensuite il y a des co-bénéfices en termes d'atténuation, là vous comprenez bien qu'on est exactement dans la démarche d'Énergie 2050, c'est-à-dire traduire un engagement, une vision, dans des actions concrètes de mise en œuvre. Donc, sur les autres petits sujets sur lesquels on travaille, j'ai envie de dire, on est aussi sur le genre, sur l'eau,
Ce sont des grands sur l'agriculture, l'utilisation des terres et aussi tous les mécanismes carbone qu'on pourra vous présenter peut-être plus en détail sur notre pavillon. Au niveau de notre présence à la COP, avant de vous donner quelques exemples et d'introduire un débat avec vous, on est nous-mêmes dans un pavillon à côté. Donc on est très honoré bien sûr d'être sur le pavillon de la France là pour cet événement. On y sera aussi dans un autre événement fin de la semaine prochaine. Mais on a nous-mêmes un pavillon juste derrière là-bas, un grand pavillon d'une centaine de mètres carrés, avec nous-mêmes une série d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'événements pendant tous ces 15 jours. Alors évidemment, c'est du multi-partenaire. Vous vous doutez bien qu'une ONG comme nous, on n'arrive pas à avoir un pavillon aussi important dans une conférence climat. Mais ça fait plusieurs années qu'on arrive à fédérer du multi-acteurs et qu'on est avec ces partenariats. Et qui plus est, pour nos amis francophones, on est juste à côté du pavillon de la francophonie, avec qui on travaille énormément, bien sûr. Je vous montrerai quelques exemples de publications et ou de travaux. Et ce pavillon est coporté avec nos amis de CGLU Afrique, qui pour nous, je le répète, on est extrêmement honorés du partenariat durable que nous avons avec cette structure, puisqu'on pense que ce sont parmi les endroits sur Terre où les choses doivent et devront se passer. Je vous rappelle juste en passant, aujourd'hui l'urbanisation en Afrique, c'est 530 millions d'habitants d'urbains, et d'ici au milieu du siècle, on va passer à 2 milliards d'habitants. Ce qui veut dire qu'il y a une transition urbaine en Afrique qui est juste incroyable, qu'aucun continent, qu'aucun pays n'a expérimenté. Et vous voyez bien que même si on continue à négocier sur des possibles scénarios de degrés, si la transition urbaine africaine ne réussit pas à être sobre en carbone, et bien très clairement, on va se retrouver devant une espèce d'explosion carbone, plus toutes les conséquences sur l'usage des ressources, sur les questions d'accès à l'énergie, et voire même sur les questions sociales. Donc, vous voyez bien que des partenariats comme on a avec ce type d'acteurs, pour nous, évidemment, c'est essentiel, parce que ce sont d'autres relais qui eux-mêmes ont une légitimité politique et ou de mise en œuvre, qui nous intéresse beaucoup, nous, en tant qu'ONG, même si on a cette compétence transversale. Donc, nous avons donc ce pavillon que je disais, et pour vous donner aussi d'autres types d'événements que nous-mêmes, on est soit partenaires et ou qu'on anime, demain, pour ceux qui seront intéressés, il y aura un événement à côté, là en salle 6, donc dans la grande salle, qui va être avec la présidence de l'UMOA, la présidence de la BOAD, la présidence de la CEDEAO, d'accord, et aussi de la BAD et de la francophonie, et Énergie 2050 fait partie des co-animateurs de ces débats. Vous voyez, donc, pour vous montrer qu'on est aussi dans la zone bleue, bien sûr, active, et puis on a aussi des activités dans la zone dite Boula, l'ancienne zone rouge, et puis ou l'ancienne zone bleue marocaine, mais très clairement, on a cette espèce de partenariat multi-acteurs qui fonctionne et qui donne une légitimité à nos actions. Alors, je vais vous donner peut-être, avant d'introduire un ou deux zooms sur des actions, par exemple, quelques sujets qui, je crois, devraient tous vous intéresser. Par exemple, une publication scientifique que nous faisons qui s'appelle le Guide des négociations climat. Alors ça, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est téléchargeable sur le site de la francophonie. C'est le décryptage, le livre de chevet des négociateurs climat, qui est publié chaque année, quelques jours avant la COP. Donc là, on a fait un atelier le 5 novembre, le dimanche, juste avant le début, avec l'ensemble des négociateurs francophones pour présenter ce document. Mais toujours fidèle à la vision d'Énergie 2050 de créer des passerelles, on ne veut pas rester au niveau des acteurs étatiques ou des gouvernements locaux ou des acteurs économiques. On veut aussi que le citoyen comprenne. Et donc, ce document-là, qui est donc très technique, qui est adossé à un résumé pour les décideurs, eh ben, on le décline exactement pour le citoyen. On a la 3e édition qui sort, le même pour le citoyen. Parce que le citoyen aujourd'hui, quand bien même il y a du bruit autour des négociations climat, il y a de l'émotion, il y a de l'envie d'agir, mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension, beaucoup de contradictions, voire même beaucoup de désaccords profonds, même si les gens demandent du changement. Donc on a décidé de faire la même chose pour le citoyen. Donc vous voyez, cette matrice que je vous présentais, eh ben, on la décline sur tous les sujets, et on travaille autant avec des gouvernements, des institutions internationales, et on descend gouvernements locaux, entreprises et citoyens. Et pour finir sur cet exemple climat, par exemple, on a lancé depuis 5 ans une initiative citoyenne et artistique internationale, volontairement sans aucun soutien financier de personne, avec des partenaires intéressants et prestigieux, cette année avec CGLU Afrique, la francophonie et d'autres. Et là, on veut que chaque citoyen se réapproprie par l'émotion les sujets sur lesquels nous travaillons au quotidien. Parce que c'est très facile de pouvoir faire un plaidoyer et dire « il faut agir », mais la compréhension de la manière dont on doit agir et la compréhension dans la manière dont on doit faire que cette émotion dure,
Finalement, aujourd'hui, ça explique beaucoup pourquoi les gens sont peu intéressés par ce sujet. Ils en parlent quand il y a un événement qui crée peut-être de l'émotion, de la tristesse ou de la joie. Exemple, les événements climatiques extrêmes, là les gens en parlent. Mais pour autant, quand on revient à des sujets concrets sur l'accès à l'énergie en Afrique, par exemple, les gens sont un peu déconnectés. Et pourtant, il y a bien un lien entre migration, énergie, entre usage des terres, entre développement urbain. Et on voit bien qu'à un moment donné, il faut que le citoyen devienne un acteur partie prenante. Et donc là, on était déjà, dès la genèse de l'association, dans ce processus à la fois ascendant et à la fois descendant, qui est au cœur de l'accord de Paris. Donc depuis le début, on a déjà eu cette perception, et d'ailleurs depuis qu'on commence à travailler, sur la nécessité de cette approche croisée, parce que c'est le seul moyen de pouvoir inscrire dans la durée et traduire dans des actes concrets des engagements politiques et ou de l'émotion citoyenne. Alors d'autres exemples de ce que l'on produit, alors je sais que ça intéresse des collègues africains, mais ça peut être applicable aussi ailleurs. Par exemple, on a publié aussi énormément de documents techniques sur le bâtiment. Alors là, en l'occurrence, je cite 2 exemples sur le bâtiment en climat tropicaux qui ont été réalisés pour la francophonie. Et là, je crois que c'est les seuls documents en langue française qui expliquent la conception d'un bâtiment sobre en énergie dans un milieu tropical. Aujourd'hui, il y en a beaucoup en langue anglaise, très peu en langue française. Et à côté de ça, on a mis en place avec d'autres partenaires, l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, par exemple, maintenant avec ALGA aussi, l'Université des gouvernements locaux, on met en place des formations pour que ces acteurs-là puissent devenir eux-mêmes des porte-parole dans des contextes économiques et politiques qui sont éminemment différents des nôtres. Chez nous, l'environnement bâti prend en compte la transition énergétique. On a une réglementation thermique du bâtiment, on a des règles de performance. Dans beaucoup de pays, par exemple africains, c'est un sujet dont tout le monde parle, mais c'est un sujet sur lequel très peu agissent. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Par exemple, en Afrique aujourd'hui, nous n'avons qu'une réglementation thermique, en Afrique francophone, en Tunisie. Bientôt une au Maroc, mais nous n'avons pas de réglementation thermique. Nous avons peu ou pas de travail sur la performance énergétique de l'environnement construit. Nous avons peu ou pas d'actions concertées, même si aujourd'hui il y a la Convention des maires qui se décline maintenant en Afrique subsaharienne, il y a peu ou pas d'actions qui vont faire qu'un acteur non étatique, un gouvernement local, va se retrouver en position de pouvoir anticiper sa ville, la planifier, la mettre sur une trajectoire de développement inclusif, générateur bien sûr d'un mieux vivre, mais aussi sobre en carbone, et puis évidemment sobre en ressources. Et tout ça, ça paraît des mots, mais vous voyez bien que ce sont des chantiers colossaux, et des chantiers qu'on doit ramener à l'agenda de l'action de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Vous savez tous qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire en termes d'émissions de gaz à effet de serre, même si on additionne toutes les contributions déterminées au niveau national. Et vous voyez bien que ce multi-acteur doit se mobiliser, j'ai envie de dire, en complicité positive des États pour augmenter l'ambition. Et ça ne peut pas se faire sans une compréhension transversale des enjeux, parce que ça ne pourra pas être un secteur qui permettra de faire une transition globale. Ça devrait être inévitablement une combinaison d'approches. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Troisième exemple, sur la transition énergétique, on a aussi des manuels ou autres. Voilà. Ça, c'est quelques exemples qui vous permettent de montrer la typologie d'intervention d'Énergie 2050. Alors, avant peut-être de continuer encore plus sur Énergie 2050, je vais donner la parole à 2 de nos partenaires, parce que je pense que c'est intéressant que vous voyez aussi la complémentarité qu'on peut avoir et pourquoi on travaille avec eux, et j'ai envie de dire pourquoi ils travaillent avec nous. Parce qu'évidemment, un partenariat, ça n'a de sens que si ça se construit autour d'un objectif commun. Alors évidemment, ils ont des mandats beaucoup plus parfois sectoriels que nous, ou avec des angles différents, puisque nous, on est sur la transversalité. Mais le charme aussi, c'est de compléter ces approches. Quand on travaille avec des économistes, c'est qu'on a besoin d'adosser les contributions nationales ou les activités territoriales à une analyse coût-bénéfice. On vient encore de terminer un side event sur notre pavillon où on nous parlait du coût des énergies renouvelables. Oui, mais ça veut dire quoi le coût des énergies renouvelables ? Quand vous voyez la Mauritanie qui est déjà à 30% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique sans aucune aide extérieure et qui va être en 2020 à 50% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique. Malgré tout ce qu'on sait et qu'on connaît comme fragilité sur leur réseau, comme problème de variabilité ou autre. Ils le font parce qu'il y a une rentabilité économique intrinsèque. Mais si ça, on ne le lie pas à la mise en œuvre d'une politique plus globale ou à du multi-acteur, vous voyez bien que ça reste une espèce de débat un peu presque caché, puisque la plupart même des Mauritaniens ne le savent pas.
Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, cette transversalité doit être pédagogique. Non pas pour dire diminuons l'ambition étatique, au contraire, renforçons-la, mais appuyons-nous sur des capacités de mise en œuvre, intégrant des approches combinées. Exemple, un bâtiment hors de son empreinte territoriale de mise en œuvre n'a pas de sens. Un bâtiment n'a pas de sens s'il crée un effet verrou. Je vous donne un exemple. Vous construisez un bâtiment mal dimensionné dans vos pays, vous créez un verrou, imaginez bien la clé, énergétique. Vous venez de créer artificiellement un besoin de rafraîchissement qui va durer pendant des décennies. Donc dans un pays qui a déjà un problème d'accès à l'énergie et ou de stabilité, de délestage, ben vous venez tout simplement de créer une fracture énergétique sociale avec ceux qui pourront vivre dans un bâtiment mal dimensionné pour le contexte climatique du pays et ceux qui vivront mal dans ces pays, avec beaucoup de pays déjà où les gens vivent hors de leur maison parce que le bâtiment moderne est juste inconfortable. Vous voyez ? Donc cette approche transversale, c'est vraiment notre base qu'on argumente toujours dans des projets, bien évidemment. C'est ça notre essence. Pour nous, c'est le projet qui est la finalité, qui doit permettre de témoigner des stratégies de mise en œuvre. Alors je vais donner la parole quelques minutes à notre ami de CGLU Afrique, dont le secrétaire général va arriver la semaine prochaine, et quelques minutes aussi à notre collègue et ami du FEMIS. Et puis comme ça, après, je reprendrai la parole pour vous donner d'autres exemples, et ensuite on aura un petit débat si vous le voulez bien. Merci Stéphane. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Gaëlle Yomi du département communication de CGLU Afrique, qui signifie Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique. Notre organisation est l'organisation fêtière des collectivités territoriales. Notre siège est au Maroc, à Rabat, et nous avons un bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest au Ghana, à Accra, et pour l'Afrique de l'Est en Tanzanie, à Arusha. Nous travaillons dans le plaidoyer pour la décentralisation et pour la COP, comme l'a dit Stéphane, sur les questions climatiques. Depuis le mois d'avril, nous avons signé un partenariat avec Énergie 2050 afin d'aider les collectivités territoriales africaines à avoir accès à la finance climatique. Parce qu'après la COP 22, les élus locaux africains nous ont fait savoir qu'ils ont un problème pour monter des projets bancables. Et on a vu qu'il y avait un problème de formation. Et pour les aider vraiment à rendre cela faisable, nous avons mis sur place cette task force qui va, au cours de cette COP, on aura des ateliers pour définir la feuille de route concrète. Déjà, cette année, nous avons fait une session de formation avec Énergie 2050 à l'attention des directeurs des villes et collectivités territoriales d'Afrique. C'était à Abidjan. Et nous avons pu déjà former ces personnes-là qui sont directement en contact avec les dossiers à monter parce que généralement, ils n'ont pas les compétences nécessaires, ils ont besoin d'appui et de suivi. Et nous avons également l'Académie africaine des collectivités territoriales avec son acronyme anglais ALGA. Nous aurons un événement le lundi qui sera un MOOC, l'affiche est là. La thématique est la planification du changement climatique dans les villes africaines. Nous allons également échanger là-dessus avec Énergie 2050. Nous avons d'autres partenaires comme Coursera parce qu'on veut que le renforcement des capacités soit un point capital dans la formation. Nos membres nous ont dit à chaque fois, nous manquons de formation pour ces questions spécifiques-là. Et CGLU Afrique, chaque 3 ans, nous organisons le sommet Africité, qui est une plateforme d'échange. Et nous avons tous les acteurs, les gouvernements centraux, les partenaires au développement, et nous avons les élus locaux. C'est vraiment en cette occasion-là que tout le monde vient, parce que c'est dans le partage qu'on peut se bonifier. La dernière édition avait eu lieu en Afrique du Sud en 2015. La prochaine aura lieu en 2018. Et nous serons heureux, bien sûr, d'avoir vos contributions, de préparer l'événement avec vous. Je suis à disposition pour d'autres questions, mais déjà demain, à 11h, nous avons la présentation du rapport sur la territorialisation des CDN. Parce que c'est important que les élus locaux comprennent quels sont les enjeux. C'est le mois dernier, il y a eu la réunion Afrique des Nations Unies sur les CDN, c'était à Rabat. Et à cette occasion, CGLU Afrique a été le porte-voix des collectivités territoriales africaines. Et nous avons ainsi signé un partenariat avec 4C, qui est une organisation nationale au niveau du Maroc, pour que la voix des autorités locales soit vraiment prise en considération. On insiste sur ce volet-là. On ne veut pas juste faire de la figuration, mais pour porter un message, il faut maîtriser les tenants et les aboutissants.
tel est notre message et je vais passer la parole à Stéphane pour la suite. Merci. Merci beaucoup Gaël. Après, je compléterai un petit peu, mais je vais donner la parole aussi à Constantin, qui est le secrétaire général du FEMIS. Vous allez voir que c'est aussi un réseau très sympathique et vous imaginez tout de suite les passerelles qu'on essaie de construire. Bonjour, merci Stéphane, merci beaucoup pour cette opportunité d'être là parmi vous. Alors quelques mots en ce qui concerne l'Institut de la Méditerranée que je représente en tant que DG et le réseau FEMIS. L'Institut de la Méditerranée est une association qui est financée par la région PACA, la ville de Marseille, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la chambre de commerce Marseille-Provence pour développer de l'expertise sur le montage de projets dans la grande région euroméditerranéenne. Notre plus grand projet, notre plus grande activité est celle du réseau FEMIS, qui est le Forum euroméditerranéen des instituts de sciences économiques, qui est d'une certaine façon un réseau d'académiques. Donc, il comprend 95 instituts académiques du nord et du sud de la Méditerranée qui produisent des recherches socio-économiques que l'on valorise à des fins politiques. Comment produire des réformes dans le cadre du partenariat euroméditerranéen. Donc, FEMIS, à l'appui de la Commission européenne, et nos études académiques sont destinées aux responsables politiques des deux rives, de Bruxelles, mais aussi des pays du Maghreb et du Machrek, pour justement accomplir davantage d'intégration sur une multitude de projets, de sujets. Parmi les sujets, on note l'intégration commerciale, la productivité des entreprises, la croissance inclusive, mais aussi de plus en plus les énergies renouvelables et le changement climatique, qui est une problématique qui intéresse considérablement la Commission européenne. Alors nous avons voulu non seulement produire de la recherche sur ce sujet, mais la valoriser davantage, la mettre au bénéfice des responsables politiques, la rendre, comme nous dit la Commission européenne, policy relevant, c'est-à-dire faire en sorte que la recherche devienne pertinente sur le plan politique. Donc nous avons voulu contribuer à l'émergence d'un véritable écosystème sur le climat et sur les énergies renouvelables. Comment permettre de sensibiliser les acteurs publics, comment permettre de faire un véritable mapping des structures d'appui au climat en Méditerranée, comment appuyer les régions et les populations exclues et qui sont généralement très touchées au sud de la Méditerranée par les questions liées au climat. Et donc, il était tout à fait naturel pour nous de nous associer à Énergie 2050, qui, même si Stéphane est très modeste, il vous dira que ça reste une petite association peu connue, ce n'est pas du tout vrai. Sur le plan académique, Stéphane a participé dans plusieurs projets, que ce soit des projets Horizon 2020, Interreg ou autres. Donc, il est très très connu en ce qui concerne l'ampleur des thématiques climat et énergie. Donc, pour nous, un des réseaux les plus anciens sur l'Euroméditerranée, un partenariat avec Énergie 2050 nous paraissait tout à fait naturel. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons produit un rapport sur le climat qui présente les défis et opportunités du changement climatique en Méditerranée. Rapport que nous actualisons tous les ans. Donc une première version qui a été présentée avec succès l'année dernière lors de la COP22 à Marrakech. Et ensuite, rapport actualisé sur lequel nous travaillons. Nous sommes en train de le finaliser actuellement. Nous voulons d'ailleurs y introduire les débats de la COP23. C'est pour cela que nous le présentons en version draft demain. Je vous invite donc à 13 h au pavillon C6 de Énergie 2050 à participer au débat. Et encore 2 dates à retenir. Le FEMIS organisera sa prochaine conférence les 8 et 9 février à Malte. Ça portera sur l'intégration euroméditerranéenne et l'ouverture vers l'Afrique. Et là encore, des contributions telles que celles d'Énergie 2050 seront valorisées pour parler du potentiel qui existe en ce qui concerne l'intégration sur l'axe UE-Méditerranée-Afrique, sur les questions climatiques, innovation agricole, etc. Et deuxième date, un workshop que l'Institut de la Méditerranée organisera à Marseille vers mars 2018 et où nous présenterons la version finalisée du rapport FEMIS Énergie 2050, Institut de la Méditerranée. Et je reste à votre disposition pour discuter de cela et vous êtes bien évidemment tous invités aux 2 événements. Merci beaucoup. Merci Constantin. Et ça me permet de rebondir, juste avant qu'on commence un peu des questions-réponses, sur justement la logique territoriale. Une autre particularité de l'association, c'est qu'on ne travaille pas qu'en langue française, ce qui est aussi une des complexités pour beaucoup d'ONG qui d'ailleurs restent dans un domaine souvent très bilatéral et ou très subvention, mise en œuvre publique. Nous, quand on a voulu, on est absolument déconnecté de tous les pays, par pays en termes de soutien, bien sûr. Par contre, on agit aujourd'hui déjà dans une 60aine de pays. Alors, en 7 ans, c'est quand même une belle histoire, avec des projets concrets dans une 30aine de pays.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours un peu ému, puisqu'on a même des associations, on en a eu une hier à Congo-Brazza, qui nous expliquait parce qu'elle avait entendu, alors ce sont des partenaires, mais on ne savait pas leur histoire finalement, c'est toujours assez amusant, mais on a un slogan qui s'appelle « Le futur que nous faisons », qu'on a lancé, qui est d'ailleurs l'âme de l'association. On l'a lancé à Rio + 20, quand on est encore sorti. Alors moi j'avais fait les premiers Rio, hein. Je suis malheureusement plus vieux que j'en ai l'air, mais j'étais quand même déjà là à l'époque. Et ressortir en 2012 avec « Le futur que nous voulons », je me suis très mal vu rentrer à la maison et redire encore ce discours. Conclusion, tout de suite par réaction, on a fait un document qui était le futur que nous faisons, en rayant voulons. Alors évidemment, c'est la marque d'une action qu'on est en train de déployer, qui est déposée, mais tout ça pour dire qu'on est vraiment dans l'action. Et pour revenir à ce que disait Constantin, comme ça va faire le lien avec ce que disait Gaël, prenons l'exemple de l'Euroméditerranée. Alors au-delà du fait qu'on a des projets actuellement au Liban, en Syrie, avec des partenaires toujours locaux ou régionaux, mais on est toujours dans un tandem. On ne comprend pas la logique de venir quand un budget est là et repartir. Pour nous, l'action doit être portée ensuite par des acteurs de terrain, même si nous-mêmes, on fait des projets avec nos petites mains, mais l'air de rien, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, dans l'Euroméditerranée, on a fait partie de la MEDCOP pour la COP 21, qui était à Marseille. On a fait partie du comité scientifique qui a produit le contenu de la MEDCOP à Tanger, souvenez-vous. Alors, on était évidemment back-office, mais on a été bien mis à l'honneur par nos amis tangérois. Et pour continuer, bien sûr, Constantin l'a dit, c'est là qu'on a créé le guide qui va être réactualisé chaque année. Pour l'instant, on le porte nous deux. On va chercher maintenant des structures partenaires pour l'élargir. Mais aujourd'hui, pour vous dire la suite de ce qui nous plaît, il y a une maison du climat méditerranéen qui se met en œuvre. Donc c'est intéressant. Elle va être basée à Tanger. Et là, la suite de notre histoire, c'est ça l'intérêt d'avoir ce cambouis point les mains qui nous rend fiers, d'ailleurs au demeurant, après 30 ans sur le terrain, c'est de se dire que cette maison méditerranéenne du climat, on va y être associé. On fait partie des réseaux qui ont été identifiés comme des réseaux importants. Alors, on a en face de nous des vrais réseaux importants, comme l'UPM ou autre, mais bon, voilà, on apporte du savoir et on y va avec nos partenaires et nos actions concrètes. Mais donc, du coup, à la mi-décembre, il y aura la première réunion de lancement de la Maison méditerranéenne du climat à Tanger, qui sera le pôle central de cette régionalisation des conférences climat, qui sont aussi importantes. Et dernier point, juste avant de vous passer la parole, Gaël citait un rapport qui, pour nous, est extrêmement important, qui est sur la territorialisation des CDN. C'est un sujet, je pense, que tout le monde l'a vu sur la table. Peu ont encore écrit dessus. Et nous, on pense que c'est quelque chose d'important. On n'est pas les seuls à le penser. Le secrétariat de la Convention le pense. Plein d'acteurs le pensent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand chez nous, on parle d'un plan climat territoire énergie, quand on parle d'un PTRC à Agadir sur lequel on travaille, quand on parle d'un PCTI à Dakar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les territoires, pour pouvoir être consistants avec les politiques mises en œuvre par les États, vont devoir aussi pouvoir bénéficier d'outils, d'accompagnement, de mise en œuvre, parce qu'ils doivent être consistants en termes de méthode et de reporting avec ce que font les États. Et là, il y a une complicité naturelle, mais qui n'existe pas aujourd'hui. Et si vous comprenez pourquoi on est tout à fait enthousiasmé du partenariat avec CGLU Afrique, parce que c'est eux qui vont être... Gaël a été là aussi extrêmement modeste, je peux vous le dire. C'est vrai que moi, je pêche un peu par modestie, mais parce que CGLU Afrique est à l'origine de CGLU Monde. Et CGLU Monde, accessoirement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près les 3/4 de l'humanité sur Terre. Donc, j'ai tendance à penser que ce sont des gens sérieux et importants. Et la formation dont parlait Gaël, qu'on a faite, fait partie de 3 réseaux qui seront présentés aussi sur notre pavillon, qui concernent les directeurs des services techniques des villes africaines, les directeurs des services financiers des villes africaines. Et ça, c'est super important. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que, modestement ou avec fierté, on contribue à tous ces défis. Mais vous avez compris que pour nous, le trait d'union, c'est le projet. Les financements sont compliqués, je ne vous le cache pas, pour une association comme nous qui n'a pas de subvention publique. On doit changer de modèle économique parce qu'on s'épuise un peu. Mais en tous les cas, on arrive pour l'instant à tenir avec des bons partenaires. L'idée maintenant, c'est de démultiplier. Vous avez compris que la manière de démultiplier un projet, pour nous, est cruciale. Un projet réussi avec de la subvention publique, c'est bien. Mais si on n'est pas capable de le faire dans une zone où les financements sont plus rares, c'est toujours bien, mais c'est moins bien. Et aujourd'hui, on est confronté à des défis, à une séquence internationale avec des calendriers très courts. Donc, on doit être en capacité de travailler sur cette mise en œuvre. Et évidemment, nos partenaires, on les remercie. Ils nous choisissent, on les choisit. Mais ce sont des partenariats durables. Et je terminerai sur le dernier qui sera aussi présenté à l'occasion de la COP, qui sera présenté de mémoire le 13 novembre. Et là, je vous conseille vraiment de venir parce qu'il y aura la BOAD, la BAD et puis d'autres acteurs, dont le secrétariat général de CGLU Afrique avec mon ami Jean-Pierre Lambassi.
On va présenter une task force sur l'accès à la finance climat pour les villes africaines qu'on commence à mettre en œuvre. Pour l'instant, on les porte avec nos petits bras, les uns les autres. Mais il y a des gros partenaires qui commencent à se dire « Waouh, c'est quand même super intéressant votre truc ». Donc du coup, évidemment, vous êtes tous les bienvenus à cet événement, mais aussi surtout à la suivre. Et puis pourquoi pas y contribuer, parce qu'évidemment, ça intéresse au premier lieu les gouvernements locaux, mais pas que ça. Chez la BOAD et la BAD, on vient de signer un MOU là-dessus. C'est qu'évidemment, les organes de développement et de financement, bah oui. Et oui, on veut avoir des liens avec le Fonds vert, avec d'autres structures nationales, parce que ça va être un écosystème, pour reprendre les mots, qui va se mettre en place. Voilà, ça c'est un peu l'histoire d'Énergie 2050 en résumé. Vous avez compris que c'est un gros bébé qui a grossi assez vite. On en est super content. Quand on se retourne, on se dit waouh, on ne pensait pas qu'on ferait tout ça en 7 ans. On en est très fiers, bien sûr. Bien sûr, on est conscient aussi de la limite de nos moyens, d'où la logique partenariale qui, pour nous, est éminemment précieuse, parce que vous avez compris la force de ces réseaux qui nous font confiance, avec qui on travaille maintenant dans la durée. Il y en a plein d'autres. J'ai cité la francophonie, il y a UNEP aussi, avec qui on travaille sur plein de sujets, sur les bâtiments, sur la MRV ou d'autres sujets. Il y a ONU Habitat, il y a des réseaux aussi beaucoup plus modestes, mais d'acteurs de société civile. Et tous ces gens-là, pour nous, c'est notre trésor, qui témoignent de la compréhension de nos sujets, de l'importance de nos sujets, de notre manière de travailler, qui date bien avant d'Énergie 2050, mais qui de jour en jour montre que ça a un sens, cette espèce de pratique croisée sous forme de puzzle. Et on espère bien sûr demain qu'elle va s'élargir, peut-être même nous dépasser, peut-être même, comme je le disais, créer d'autres bébés ailleurs. On va créer une structure en décembre en Amérique du Nord. On a un projet qui est quasi abouti d'en créer un pour l'Afrique au Togo. On a déjà des relais dans plusieurs pays, dans quasiment tous les pays africains. Maintenant, on essaie de le structurer, mais on est très vigilant parce qu'on veut que la méthode, l'âme, l'essence technique, vous avez compris qu'il y a beaucoup d'expertise dans tout ça, soit toujours là. Parce qu'on ne veut pas faire de plaidoyer, une fois de plus je le dis, il y a des structures qui le font d'ailleurs parfois très bien, d'autres des fois de manière trop émotive. Mais néanmoins, on veut alimenter le changement, on veut alimenter l'action par des références techniques crédibles, par des économies, des analyses, effectivement, comme le disait Constantin, par aussi la manière de le dire. C'est important. Quand nous, on parle, on aura des rendez-vous ici, comme demain, je l'ai dit, avec le président de l'UMOA. Il est très clair qu'à lui, je ne vais peut-être pas lui parler de plein de choses techniques sur le financement. Par contre, à lui, on va peut-être lui parler de la mise en œuvre. Alors, il le sait, ils ne sont pas bêtes, ces gens. Mais peut-être lui rappeler des séquences, lui rappeler des urgences. Et ces gens-là, si demain, ils bougent coordonnés avec d'autres acteurs, vous voyez bien que c'est prodigieux. Alors là, évidemment, on n'a pas le même discours que quand on fait Arts Planet où on parle aux citoyens. Et ça aussi, c'est la petite marque de fabrique d'Énergie 2050, c'est qu'on est dans ce multi-acteur permanent. Ça nous plaît, c'est notre essence et c'est aussi ce en quoi on croit pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Alors, les quelques minutes qui nous restent, je serai enchanté. Et puis, si mes collègues aussi, vous avez des questions avec eux, ils peuvent venir avec moi. Et si vous avez quelques questions et ou envie d'agir, plus que bienvenue, allez-y. Et je vous remercie par avance. Merci beaucoup. Donc, s'il y a des questions, 1, 2, 1, 2. Allez-y, voir si ça marche. Donc, merci pour les informations que vous nous avez communiquées sur l'énergie 2050. Alors, pour moi, je représente l'Observatoire de protection de l'environnement à Tanger, Maroc. Voilà. Donc, je pense qu'on ne doit pas attendre jusqu'à 2050 parce que... Ça, c'est très clair. Oui. Alors, quels sont vos indicateurs d'ici 2050 et aussi pour les prochaines stations qui sont plus proches en 2025, en 2030, en 2000? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est on veut que cette énergie renouvelable soit popularisée, c'est-à-dire l'accès de la population à cette énergie renouvelable. Et dans ce cas, on peut penser à une orientation du Fonds climat, d'une partie du Fonds climat, de rendre cette énergie renouvelable accès à la population. Merci bien. Alors, je vais prendre peut-être plusieurs questions. Et comme je ne pourrais bien évidemment pas répondre à l'ensemble des questions, n'oubliez pas qu'on a un pavillon avec un coin salon pour aussi des rencontres bilatérales, parce que je vais répondre en un mot sur cette question qui mériterait une journée de discussion. Voilà, voire même beaucoup plus d'ailleurs. Voilà. Oui. Oui, merci. Moi, je voudrais intervenir sur ce que, si j'ai bien compris, c'est que vous avez des programmes de renforcement des capacités des acteurs au niveau des territoires, au niveau des pays. Entre autres. Voilà. Donc, nous, le problème qui se pose, moi, je viens du Mali.
c'est que on a les acteurs locaux, ils peuvent avoir les compétences renforcées, mais le problème qui se pose, c'est qu'il manque de techniciens dans ce domaine. Parce que même si on renforce les capacités des décideurs au niveau territorial, on a un manque accru de techniciens pour pouvoir peut-être maintenir, entretenir, etc., et faciliter l'accès à cette énergie au niveau des populations. Dans ce cadre-là, je ne sais pas dans quelle mesure vous intervenez. Alors, je ne sais pas s'il y a une dernière question et après je réponds un peu en transversal. Voilà, une question de monsieur aussi. Merci. Enfin, une question ou un commentaire, parce qu'après tout... D'accord. Donc, c'est Lefty Simsaoud de l'association Beric 21 pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable d'Algérie. Je voulais déjà savoir, est-ce que vous êtes présent en Algérie? Et en tant qu'association et un organisme, comment peut-on vraiment collaborer avec vous pour justement atteindre les objectifs du programme Énergie 2050? Alors, c'est très bien. Alors, donc tout ça, une fois de plus, effectivement, venez nous voir et on a plein de documents et des plaquettes et ceci étant, venez nous voir. Ou même assister à nos événements et puis contribuer. Alors, je vais répondre très rapidement parce que je sais que le temps va m'être compté. J'ai 5 minutes, voilà. Donc, je vais répondre en pointillé. Mais finalement, vos questions sont une très bonne opportunité parce que ça va me permettre de compléter ce que j'avais déjà dit. Alors, pourquoi 2050 ? Parce que j'ai une fâcheuse tendance à avoir de la fidélité pour l'histoire. Et on avait un réseau informel d'experts internationaux pendant pas mal de temps, quelques décennies, qui travaillaient sur ces sujets. Et donc, on a gardé le nom. Bon, aujourd'hui, si on devait remettre un nom, on aurait peut-être mis un autre nom, on aurait mis le futur que nous voulons. Que nous faisons, pardon. Donc, voilà. Mais ceci étant, il y a d'autres agendas. Il y a l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il y a plein d'agendas qui se couvrent. Voilà. Du coup, effectivement, comme vous l'avez compris, on est sur tous les agendas du temps. Pour moi, il y a 3 types d'actions. Action court terme, qu'il serait une faute de ne pas faire. Dans l'efficacité énergétique, par exemple, c'est une faute. Il y a des actions qui sont déjà à coût positif quasi demain. Vous les faites et vous coûte quasiment rien, elles rapportent du bénéfice. Donc, on est dans l'agenda de l'immédiateté, dans l'agenda qui va demander des approches structurelles simples, c'est le deuxième temps, et dans celle plus longue qui demande des approches réglementaires, comme dans le cadre des énergies renouvelables, où il y a un cadre réglementaire national indispensable pour favoriser les investissements directs étrangers, avec tarifs d'achat ou autres, par exemple, des zones franches, de la fiscalité. Donc, on est dans ces agendas. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Pour les énergies renouvelables, ça fait partie évidemment de la transition énergétique du pilier d'énergie 2050, qui, je le rappelle, travaille sur beaucoup d'autres sujets. Là, pour le coup, on a une approche combinée, mais on rentrera dans le détail des énergies renouvelables dans un autre contexte. C'est qu'on travaille sur 3 axes. La sobriété énergétique, qui va être d'éviter les effets verrous par des choix stratégiques d'aujourd'hui qui coûtent peu. L'efficacité énergétique dans les équipements, les matériaux, les circuits courts, l'empreinte du bâtiment ou autre. Et on va aller ensuite dans les énergies renouvelables par rapport aussi à un autre travail sur le réseau, sur la manière de consommer et sur comment on va gérer une fiscalité, j'ai envie de dire une répartition économique pour gérer à la fois le non-accès versus l'accès. Et là, il y a de très beaux exemples africains qui existent. Je parle du Prosol tunisien, je parle du Promasol marocain, parce que comme on commence à être des vieux, et puis on a plein d'amis partout, on a pas mal de bouquets de bonnes pratiques à partager. Et là, j'en reviens à ce que disait madame. Bien sûr, je l'ai dit, on ne travaille pas que nous, on travaille toujours en relais. Donc oui, on forme des fois des élites, oui, on forme aux fois des simples citoyens ou aussi des étudiants. Dans le cadre de l'environnement construit, avec l'école africaine des métiers de l'architecture qui est basée au Togo, 14 pays africains, on a été les premiers à introduire 2 formations. Une formation initiale dans les 3 corps de métier, urbanisme, gestionnaire urbain et architecte, pour prendre en compte l'énergie dans l'acte de construire en Afrique. Parce que pour le coup, sachez que très peu d'écoles africaines parlent d'énergie dans leur formation. Intéressant. Et donc là, on a mis une formation initiale pour ces 3 catégories, avec des cours communs sur les 3 catégories, pour que l'architecte comprenne la contrainte du gestionnaire, qui comprenne la contrainte de celui qui va ensuite dessiner la ville. Vous voyez, c'est intéressant. Et enfin, avec toujours eux, on a mis en place une formation continue, toujours sur ces pays, pour former des professionnels avec du tutorage. Ils viennent 4 mois, 1 semaine présentielle, 4 mois ils rentrent à la maison, ils font des projets dans leur environnement. Et ils reviennent 1 semaine pour croiser les savoirs. Donc tout ça pour dire qu'on imagine des solutions, mais on ne peut jamais les faire seul. Soit on est appelé par une ville, par un réseau, parce que bien évidemment on aimerait pouvoir faire. Donc on n'a pas toujours l'approche verticale de dire former les formateurs, j'y crois pas toujours. Les gens bougent, il faut créer parfois des MOOC. Gaël est en train de proposer un document sur les MOOC. Il faudra faire d'autres outils. On pense beaucoup à de l'assistance technique
online, adapté à des flux de débit de données africains, parce qu'on sait que ça ne sert à rien d'avoir des gros documents auxquels nos collègues africains ne peuvent pas les télécharger. Mais néanmoins, on essaie d'avoir cette approche plurielle pour répondre à votre question. Et dernier point, en Algérie, on a quelques partenaires. On a un de nos membres d'ailleurs qui est ici, conseiller du groupe Afrique, que tout le monde connaît, Kamal Djemouaï, qui est un ancien président du groupe Afrique, qui est un senior expert chez nous, qui est dans notre conseil scientifique. Donc ça dépend aussi beaucoup des opportunités. Je le rappelle, on n'a pas de subvention publique. Donc on navigue aussi au prorata de nos amitiés et de nos partenaires. L'Algérie, c'est un projet, je parle pays-projet formidable en termes de gâchis énergétique et en termes d'opportunités énergétiques, pour répondre à votre question. Donc il y a énormément de choses à faire. On a des tentatives de partenariat, mais pour moi, un partenariat sans projet, ça reste juste une intention d'agir. Et vous avez compris qu'on est dans l'action. Donc à discuter, à voir. Il y a des opportunités. On a fait des choses, bien sûr, en Afrique et en Algérie, mais à voir. Voilà. Mais en tous les cas, pour nous, l'ouverture peut passer d'ailleurs par nous et ou d'autres réseaux. Mais en tous les cas, quand ça passe par nous, on essaye de mettre toujours la même dynamique d'exigence de mise en œuvre parce qu'on veut du concret. Voilà. Mais voilà, pour répondre. Mais on croise régulièrement des partenaires algériens, des réseaux de jeunes, des réseaux d'experts, des réseaux d'architectes, des universités. Il y a différents réseaux qu'on croise dans différentes instances comme la MEDCOP ou autres. Mais pour l'instant, on a malheureusement, de la vie d'Énergie 2050, pas eu de projet en Algérie. De mes précédentes vies, j'en ai eu plein. Mais de ma vie Énergie 2050, j'en ai pas eu. C'est comme ça. Mais peut-être que demain, on en aura. Voilà. Donc, peut-être un mot de Constantin. Oui, juste pour faire un petit ajout, donc le réseau FEMIS comprend des universitaires des deux rives, donc aussi du sud bien évidemment. Et nous avons aussi des membres algériens, donc nous avons le CREAD qui est avec nous, nous avons l'université d'Oran, et donc nous collaborons sur une variété de thématiques, que ce soit sur l'intégration du secteur privé, développement des relations commerciales avec l'Europe, comment réfléchir à l'après-pétrole, etc. Donc ça fait partie, l'Algérie fait partie des pays que nous couvrons, ainsi que le Maroc, bien évidemment. Nous avons l'université de Rabat, l'université Mohamed V, et des chercheurs très très connus qui publient dans des revues à haut comité de lecture et qui participent dans nos travaux. Merci beaucoup pour la précision. Je sais que nos collègues qui nous ont prêté le spot ont déjà fait une extension de temps, donc mille merci. Et donc on vous dit rendez-vous à côté, on est là-bas, à côté du pavillon Brésil. Et puis de toutes les manières, on reviendra régulièrement voir le pavillon France, qu'on remercie à nouveau pour cette opportunité et puis aussi pour votre attention, parce qu'il y a une multitude d'événements et on sait qu'on est tous captés par plein de sujets. Donc merci beaucoup et à très vite chez les stands de nos différents partenaires et puis dans les différents événements. Merci beaucoup.